Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire du GUF, du CEDISC. Merci beaucoup de se joindre ce matin. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit rappel en fait sur les modalités de ce webinaire. Donc, pour les participants, donc en dehors des orateurs, le son sera éteint tout au long du webinaire. Mais vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A et après chaque présentation, on aura un temps de réponse à ces questions. Ou voilà, si vous voulez aussi laisser des commentaires, des remarques, n'hésitez pas. Donc, comme vous le savez, vous l'avez entendu, le webinaire est enregistré. Et donc, les slides de la présentation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles comme d'habitude dans quelques jours, donc sur le wiki du CEDISC et la vidéo en fait sur YouTube dans l'espace privé du GUF. Sachez aussi que ce webinaire n'est pas une formation homologuée par le CEDISC et donc n'a pas été développé selon les CEDISC Operating Procedures. Donc, c'est organisé par le réseau local, on va dire, du groupe des utilisateurs francophones du CEDISC. Justement, à ce propos, donc un petit rappel, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont jamais notamment venus à un événement du GUF. Qui sommes-nous? Donc, le groupe des utilisateurs francophones du CEDISC. On est une communauté d'une quinzaine de personnes d'horizons divers et variés et avec justement un groupe sur LinkedIn par lequel vous avez pu aussi avoir le lien justement pour vous inscrire à ce webinaire et un lien sur le site wiki du CEDISC où nous avons toute la documentation, c'est-à-dire toutes les présentations qui ont pu être faites depuis l'origine du GUF il y a plusieurs années. Et on a aussi donc évidemment des liens étroits avec le CEDISC, que ce soit le 3C au niveau européen, mais aussi voilà, le CEDISC de manière globale et notamment à chaque newsletter trimestrielle du CEDISC, il y a un encart pour chacun des réseaux locaux et donc nous avons aussi un encart dédié au groupe des utilisateurs francophones. Donc, je vous ai remis la liste, effectivement, de tous les membres du bureau du GUF, du CEDISC, aujourd'hui, qui aident à organiser ces événements. Donc, aujourd'hui, un webinaire, vu la situation sanitaire, mais on espère vivement pouvoir organiser rapidement des événements en face à face, comme nous avions l'habitude de le faire. Et peut-être de mixer un peu les deux, justement, en fonction des demandes, des besoins et des événements. Voilà. Donc, au niveau de l'agenda aujourd'hui, donc nous avons la chance d'avoir Nicolas de Saint-Georges qui va nous partager les éléments, un résumé en fait de ce qui a pu être dit à l'interchange européen du CEDISC fin avril. Nous avons aussi la chance d'avoir Gilbert Bellachem et Pascal Wignou de Anjou et Business and Decision qui vont nous faire une présentation sur l'export SDTM depuis un outil EDC. Et puis pour terminer, Nick de Donder, donc qui est co-chair de l'E3C au niveau européen, qui nous fera une présentation sur un des aspects du Technical Guide de la FDA qui pointe justement les différences au niveau SDTM-IG. Voilà, donc je vais passer la main à Nicolas. Nicolas, si tu veux te présenter, j'ai juste mis ta photo et ton titre, et puis après, je te laisse dérouler ta présentation. Ok, super, merci beaucoup Karen. Donc, alors cette photo est ancienne, hein, je suis beaucoup plus barbu maintenant. Donc effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir suivre le dernier interchange. Alors malheureusement, j'ai suivi un certain chemin hein, à travers ces 3 jours. Il y a plusieurs présentations qui étaient en parallèle, donc j'ai pas forcément pu tout suivre, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé de tout ça. Donc actuellement, je travaille avec la société X Clinical, qui produit un EDC qui utilise les standards de CEDISC. Hein, et du coup, je participe également à un très gros projet actuellement chez Novo Nordisk pour la mise en place d'un metadata repository, donc qui va être une pièce centrale chez Novo Nordisk pour gérer l'ensemble des métadonnées
au format CDISC, bien sûr, pour pouvoir produire une chaîne d'information depuis le protocole jusqu'à la soumission en ayant nos métadonnées en un point central de façon à ne pas dupliquer l'information à travers les différents services qui utilisent ces éléments. Alors, je vais partager mon écran. Et du coup, c'est moi là qui partage ou c'est toi, Karen? Je te laisse le faire, ça y est, Ok, j'ai ok, arrêté ok, là. d'accord. Voilà. Vous me dites, c'est bon, ça marche? Oui, c'est bon, Donc parfait. l'interchange donc a eu lieu du 28 avril au 29 avril et le 30 avril en fait il y a eu une session spéciale dédiée un peu aux nouvelles technologies autour des standards de ces disques. Alors on va revoir ça justement et donc le 28 il y a eu plusieurs sessions en fait comme on peut le voir des sessions en parallèle. La session 4 donc, on a une première session donc, qui présentait un petit peu des éléments autour justement de la notion de standard. Donc, on va en reparler tout à l'heure. La session 2, pardon, était plutôt orientée regulatory avec beaucoup de mises à jour. La session 3, donc sur des updates de ces disques. 4A sur Adam, 4B sur des données réelles de santé et 4C les modèles fondamentaux de ces disques en partie 1. Donc vous verrez, il y a une deuxième partie en session 6A que l'on retrouvera tout à l'heure. Et donc le 29, le deuxième jour, on a eu aussi une session sur le Covid-19 avec en parallèle donc les Tech Enable standards. La section 6A, les CDISC Foundational, donc part 2. 6B, les Global Submission. Ensuite, il y a eu, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, une démonstration de produit en fait, qui a été faite par Covance. Et du coup, ça a permis effectivement de voir en live, pour ceux qui le souhaitaient, un produit, une démonstration de produit. J'ai trouvé l'idée assez bonne, peut-être à reprendre pour nous au niveau du GUF. Ça peut être une bonne idée aussi. La session 7, pardon, concernait vraiment le projet 360, donc qui a été terminé il y a maintenant plus d'un an, mais il y a eu quand même des travaux et là, il y avait une partie update dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, donc la session 8 correspondait donc à la fermeture de l'interchange avec de nouveau des présentations autour des aspects réglementaires. Alors, donc, et le 30 avril, donc comme je vous l'ai dit, il y avait ce qu'on a appelé un Technicon, donc dans lequel plusieurs sociétés sont venues présenter des aspects très techniques via des outils pour pouvoir travailler notamment avec les standards de ces disques, pour produire des données, pour tabuler des données, pour analyser des données. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je suis désolé, mes slides pixelisent un petit peu peut-être. Je n'avais pas forcément vu sur grand écran. Donc, la première session donc, a été présentée par Jesper Kaehn et donc qui travaille pour une société donc qui s'appelle le DKMA autour de l'analyse de données. Et donc, il y a eu effectivement, il a présenté la variabilité en fait de sources de données avec notamment des grandes études donc, qui ont été publiées entre les années 2000 et jusqu'en 2014. Donc, c'est intéressant pour ceux qui travaillent effectivement sur ces aspects données, grande étude, avec notamment des études sur le sida, etc. Il y avait pas mal d'informations. Et puis en 2014, en fait, il illustrait le début de l'utilisation des standards. Et donc, il a pu illustrer en fait les différences qu'il peut y avoir entre des études dites randomisées, hein,
comparativement à celles qui sont présentées dans des données beaucoup plus health record avec les EHR, donc, mais aussi toutes les données qui peuvent être produites en dehors des dossiers patients. Donc, je vous conseille de regarder cette présentation pour ceux qui peuvent. Et notamment, il y avait toute une explication sur le système qu'ils utilisent dans cette société, dans sa société, pour pouvoir justement compiler toutes ces données et les mettre en relation les unes les autres. Deuxième session, donc sur les aspects réglementaires. Donc là, moi, j'ai pas assisté à cette présentation. Par contre, il y avait donc une présentation donc sur le PMDA, donc les soumissions au Japon, avec ensuite HMA, EMA sur les big data. Donc là aussi, vous pourrez retrouver en fait les documents. Ils sont disponibles sur le site web de l'Interchange. Alors, je ne sais pas trop si on a le droit de les partager. Il me semble que c'est pas possible. Mais en tout cas, pour ceux qui ont accès à cette Interchange, vous pouvez maintenant downloader les présentations. Et il y a eu ensuite une table ronde sur justement les aspects soumission de données avec la possibilité de soumettre à plusieurs agences en ne fabriquant qu'un seul dossier de soumission. Et donc, il y avait des discussions. Là, par contre, j'ai pu assister, j'ai écouté cette partie-là et c'était très intéressant. Et donc, ça aussi, vous avez un PDF qui est téléchargeable dans lequel ils ont repris les discussions qui ont pu avoir lieu. Ensuite, la session 3, donc le CDISC Update. Donc celle-ci, on va y revenir un peu plus longuement. J'ai effectivement pu y participer, y assister. Et donc, il y avait donc Peter Van Russell qui était le président de séance, avec un état des lieux du CDISC par David Evan. Donc, et puis ensuite, un State of CDISC standard par Madame Bess-Leroy. Donc, on va revoir cela tout de suite. Les documents sont aussi disponibles sur le site de l'Interchange. Donc, au niveau des mises à jour de standards, donc, on a effectivement des mises à jour sur les standards, les fondationaux, plus les aires thérapeutiques qui ont été mises à jour. On a également des documents autour de la Covid-19, donc qui ont été publiés, et puis un document sur lequel je travaille un petit peu en ce moment, la notion de Law Inc., donc tous les codes produits pour être utilisés dans les données de lab, avec un système de mapping donc, qui a été publié. Ils ont également mis à jour pour Adam, donc les questionnaires sur la gériatrie, la dépression en gériatrie. Et donc, du coup, ce document est disponible à l'adresse que vous avez dans la copie, dans la screen copy. Donc, au niveau des standards fondationaux, vous les retrouverez mis à jour. Ils ont aussi publié cette année donc ce qu'ils ont appelé les Conformance Rules Operational, les Conformance Rules, pardon, catalogue. Et donc c'est un groupe qui se réunit depuis cette année donc pour mettre au point en fait une harmonisation entre les standards eux-mêmes. Et donc l'idée est de publier avec chaque nouveau standard ce Conformance Rule pour essayer de faciliter en fait la lecture des standards les uns à travers les autres. Donc ça aussi à suivre en sachant que c'est en développement. Hein, donc tous les nouveaux standards qui sont produits actuellement vont bénéficier de ce document supplémentaire dans lequel il vous donne des pistes pour mapper, pour expliquer les relations entre les documents. Ils ont également produit un CDISC Guiding Principle dans lequel ils expliquent en fait la hiérarchie au niveau de CDISC
pour le développement de standards justement, et vous avez l'information donc dans le lien qui se trouve sur la screen copy, dans les guiding principles. Alors, j'ai pas trop regardé cette partie-là pour l'instant. Je pense m'en occuper très prochainement. Également, ils ont mis au point pour les juniors, pour les nouveaux arrivants, un document, donc un ensemble de documents, pardon, qui va permettre de plonger de façon plus simple dans l'univers des standards de ces disques, avec notamment un document principal pour introduire donc les nouveaux arrivants dans le monde de ces disques, et donc un ensemble d'informations qui sont disponibles à l'adresse figurant sur la screen copy dans Primer. Je pense que c'est aussi une initiative intéressante qui va s'enrichir dans les mois à venir, dans les années à venir. On peut tous participer là aussi à l'amélioration de ce document. Ils ont également travaillé sur un aspect important qui n'avait pas été trop couvert jusqu'ici, donc cet aspect traçabilité à travers les différents modèles de ces disques. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de très concret, hein, c'est en cours de travail, mais l'idée, c'est effectivement d'améliorer là aussi la traçabilité entre les différents éléments produits actuellement par ces disques, notamment en partant des tables et des listes jusqu'aux analyses, aux résultats d'analyse, aux données de Adam, aux données de SDTM et au CRF électronique qui a produit toutes ces données, en bien sûr tenant compte de l'aspect protocole. Donc on n'est pas loin de cette notion de MDR dont on parlait tout à l'heure au tout début. Donc document également à suivre. Alors, sur quoi travaillent maintenant ces disques? Donc, ils ont essayé de revoir un petit peu leur façon de produire et de publier en fait les différents modèles sur lesquels ces disques travaillent, puisque autrefois, ils publiaient les choses principalement en novembre. Ils vont essayer d'être un peu plus souples, de faire autrement. Ils vont conserver donc la publication tous les trimestres pour la contrôle terminologie et les questionnaires, mais par contre, ils vont essayer de fournir des informations en amont de façon à ce qu'on puisse nous organiser dans l'arrivée de nouveaux standards, en sachant qu'ils aimeraient éviter d'avoir des mises à jour tous les ans, mais plutôt partir sur des mises à jour tous les 3 à 5 ans. Donc on commence à avoir une espèce de stabilisation dans les modèles qui me semble être aussi une notion importante. Les thérapeutiques area, donc là aussi, ils continuent à travailler dessus. Ils ont publié donc des nouveaux modèles, des nouvelles mises à jour pour notamment le diabète de type 1, la maladie de Crohn, l'acupuncture, le cancer du pancréas, la Covid-19 et les rare diseases, euh, les maladies rares, pardon. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver ces informations dans le lien qui est fourni sur la slide dans la partie standard in development. OK. Ils ont également travaillé, alors ils travaillent également en ce moment sur cette notion de mapping entre les données issues des dossiers patients informatisés au format HL7, donc notamment avec un nouveau standard qui a été publié assez récemment par le groupe HL7, donc, qui s'appelle FHIR, Fire, donc, et qui va permettre d'améliorer considérablement, je pense, dans l'avenir, le mapping entre les données des essais cliniques, de nos essais cliniques, par rapport aux données de dossiers patients électroniques. Ils ont également, en 2021, prévu d'améliorer donc certains standards, notamment autour de Adam. Et comme vous pouvez le voir, ils ont prévu de
fournir les conformance rules en parallèle de chaque modèle, de chaque guide d'implémentation. Il travaille également sur CDASH avec une mise à jour du modèle en V1.2, du IG en 2.2. Le SDTM devrait passer en version 2 en 2021 et on devrait avoir une version 3.4 également disponible assez rapidement. Le SEN va aussi évoluer en version 4. Pardon, la Conformance Rule va évoluer en version 4. OK. Alors, une chose aussi importante, ils ont indiqué que le guide d'implémentation qui était dédié donc à la pharmacogénomique va être en fait déprécié. On ne l'utilisera plus comme il a été rédigé en version 1.0. Il va être maintenant intégré en fait dans la version 3.4 du SDTM-IG. Et du coup, ce document devrait disparaître. Ils ont également prévu, alors ça c'est des choses qui existent déjà, mais qu'ils vont déployer, je pense, pour le grand public dans les semaines, dans les mois à venir. Donc ils ont mis en place un knowledge based. Donc l'idée étant de fournir donc en parallèle de la librairie actuelle un ensemble d'informations qui ne figurent pas forcément dans les tables que l'on peut récupérer dans la librairie, avec notamment tout ce qui est texte long pour que l'on retrouve dans les guides d'implémentation, etc., etc. Et donc, on va pouvoir, avec cette knowledge base, surfer dans les différents standards, dans les différentes versions, et retrouver les informations dont on a besoin, avec notamment, on peut le voir donc aussi des exemples de CRF électroniques s'appuyant sur le modèle CDASH. Donc actuellement, il y a 22 CRF qui sont disponibles. Il y en a des nouveaux qui devraient arriver, de nouveaux devraient arriver dans les mois qui viennent. Et on a effectivement la possibilité de les voir dans différents formats. Ils sont en HTML, visibles en HTML, en PDF et il me semble en XML ODM. On peut les télécharger en XML ODM. Ils ont également l'intention de travailler, il y a eu des améliorations au niveau de Adam, avec notamment des structures standardisées pour améliorer en fait l'analyse des données et la réutilisation de tous les concepts que l'on peut utiliser d'une étude vers une autre. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'informations issues de l'expérience tirée du projet CDISC 360, avec notamment les Safety User Guide qui vont donc être mis en place, disponibles, pour pouvoir nous aider dans cette partie-là sur les safety, les données de safety. Et donc ça, c'est un gros travail qui a été entamé ici. Je pense, je ne l'ai pas vu encore, moi je ne sais pas s'il est disponible déjà. En tout cas, ça devrait venir, si ce n'est pas disponible. Il y a eu une grosse partie aussi sur les biomedical concepts. Et là-dessus, on va en reparler tout à l'heure, puisque ça a été évoqué par plusieurs intervenants au fur et à mesure des présentations, avec notamment Peter Van Russell, qui avait commencé effectivement à parler de la notion de biomedical concept, ce qui va devenir, je pense, un élément fondamental au niveau de ces disques. On aura également une intervention de Sam Hume qui va présenter un petit peu au niveau de la librairie de ces disques l'impact de l'implémentation de ces biomedical concepts. Et puis Dave Eberson-Hurst qui, lui, va présenter sa vision précise des biomedical concepts. Ok, il y a eu également une
une session donc sur les non-standard variables qui a été évoquée. J'ai pas suivi cette partie-là, moi, mais effectivement, sachez que il travaille sur cette partie-là. Et enfin, donc, mise en place d'un certificat CDISC, donc d'un programme de certification qui va nous permettre en fait de suivre des différentes sessions et d'obtenir à la fin donc un certificat reconnu au niveau de ces disques et sans doute nous permettre de valider un certain nombre de concepts à travers cette certification. Session, donc on est toujours dans le jour 1, donc session 4, donc sur Adam, sur les Real World Data et sur les CDISC Foundational part 1. Alors, on a également donc en session 5, je vous laisserai revenir sur la session 4. Si vous avez besoin de compléments là-dessus, je pourrais éventuellement vous donner la liste des présentations qui ont été faites dans chaque session. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre la liste des documents qui sont disponibles. En tout cas, je pourrais vous produire ça. Ensuite, en session 5, A et B, donc la session A donc, concernait le Covid-19. Malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Par contre, j'ai suivi la session 5B sur les aspects techniques des standards avec l'implémentation d'un metadata repository au niveau de Boehringer Ingelheim. Présentation très intéressante. Accelerating SDTM Generation with l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, présentation très très intéressante sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la production des tables SDTM. Donc ça aussi, je vous invite à regarder cette présentation. Et une autre présentation autour de SAS, donc comment accéder à la librairie CDISC à travers l'API en fait de la librairie CDISC depuis SAS. Donc ça aussi très intéressant pour ceux qui utilisent SAS quotidiennement. Et enfin, donc Joseph Hart a présenté donc une solution pour générer des biomedical concepts en partant des dossiers patients informatisés. Je vous invite là aussi à regarder la présentation de Joseph, que je salue au passage. La session 6A, 6B, donc CDISC Foundational Part 2, donc c'était la suite de la première partie, et les Global Submission, là aussi, je vous produirai donc les documents s'il y a besoin. Vous me dites et je vous donnerai la liste. La session 7, donc sur CDISC 360, la suite, hein, comme je vous l'ai dit, le projet est terminé, mais certaines personnes au sein de CDISC ont continué le travail et ont continué la réflexion. Donc, il y avait notamment une présentation de Peter, donc, sur le projet en lui-même, ce qu'il est devenu. Sam Hume a présenté également les évolutions de la librairie centrale à partir des données de CDISC 360, et puis Dave Eberson-Hurst sur les biomedical concepts, avec les documents donc, qui sont disponibles sur le site. Donc, les infos à retenir, c'est qu'effectivement, le projet 360 a débouché en fait sur la mise en place donc, de 4 piliers, notamment le premier donc sur un end-to-end foundational standard. Donc l'idée étant d'arriver à mettre en place une chaîne de production à travers les modèles de CDISC pour pouvoir produire donc toutes les informations avec une cohérence entre les données, avec notamment les ICRF portal, donc les analyses résultats standards et les safety user guide. Le deuxième pilier, donc, c'était l'enrichissement des standards fondationaux
avec notamment le define.xml qui a effectivement pu profiter d'un certain nombre d'évolutions de façon à ce que les biomedical concepts soient intégrés dedans et que l'on puisse retrouver toute cette information dans la librairie centrale de ces disques. Ils ont également étendu donc la librairie centrale avec les modèles concepts et les QRS content qui ont été ajoutés. Et enfin donc ce mining define XML qui va donc permettre l'ajout d'informations, notamment les biomedical concepts, on pourra les retrouver dans la librairie centrale. Donc il y a eu encore une petite explication de la part de Peter Van Russell sur la notion de biomedical concept, ce que ça représente, etc. Mais il fallait attendre vraiment la présentation de Dave pour plonger complètement, je pense, dans cette notion de biomedical concept. Et effectivement, Dave Eberson a présenté sa vision à lui des biomedical concepts avec l'ensemble donc des relations qu'il peut y avoir entre les différents éléments de nos recherches cliniques, donc le protocole, les endpoints, les CRF, les SDTM, les thérapeutiques area et la notion de données réelles de santé avec tout cet ensemble d'informations, comment relier toutes ces données les unes les autres à travers cette notion de biomedical concept. Donc présentation à revoir, aussi celle de Dave Hurst. Au niveau de Sam Hume nous a présenté donc la nouvelle version de la librairie de ces disques qui a été donc mise à jour avec un certain nombre de nouveaux contenus. Donc la contrôle terminologique 2021, le Send IG en version 3.1.3. Alors ça aussi, je vous invite à regarder si vous avez accès à la librairie. Effectivement, maintenant, on peut revoir tous les différents modèles, les guides d'implémentation dans les versions qui vont bien. Et ils ont également mis en place un outil permettant de télécharger les différences entre deux versions. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, entre le SDTM-IG 3.3 et le 3.2. Et donc, vous pouvez revoir et via un système de couleurs, en fait, ils vont exprimer la version précédente et le changement dans la nouvelle version. Donc, c'est pour les hystériques de la comparaison comme moi, c'est un outil assez intéressant, je trouve. Ok. Donc, vous pourrez aussi retrouver les draft content. Donc, c'est une nouvelle rubrique qui est apparue là, dans laquelle Cdisc va publier donc en avance des modèles qui ne sont pas encore validés. Donc, à regarder, mais à ne pas utiliser. Et puis, ils vont encore ajouter d'autres contenus bientôt, hein, ça va venir. Donc, tout ce qui est questionnaire, les échelles et les ranking scale. Une nouveauté aussi au niveau de l'ODM, on pourra télécharger donc les médiatypes qui sont des formats de données pour l'ODM. On a également les conformance rules, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut les télécharger directement depuis la librairie. Et puis, ils vont commencer à publier des informations autour du projet 360 au niveau de la librairie. Toujours tous les 4 fois par an, pardon, les paquets de la CT donc, vont être publiés. Je pense qu'ils ont atteint un rythme de croisière. Maintenant, il y a eu un petit couac au départ. Ils étaient un peu en retard. Vous ne pouviez pas récupérer les dernières versions tout de suite. Là, je pense qu'ils ont stabilisé le process. OK. Donc, l'intégration des biomedical concepts dans la librairie, donc je vous en ai parlé. Donc, ça aussi, ça a été évoqué par Peter, par
Dave et par Sam. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Ça va être donc à suivre. L'ODM en 2.0, donc ça, c'est aussi quelque chose que je regarde puisque ça va être publié et on pourra donc le télécharger depuis la librairie centrale. Nouveauté aussi cette année, ils ont mis en place ce qu'on appelle au niveau de ces disques, donc le COSA, donc pour CDisc Open Source Alliance, l'idée étant de permettre à tous les éditeurs, tous les utilisateurs des standards de CDisc de fabriquer en fait des outils et de pouvoir les mettre en mode open source, donc à utilisation gratuite, mais à travers ce CDisc Open Source Alliance pour pouvoir bénéficier d'une espèce de soutien, de reconnaissance au niveau de ces disques. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on regarde avec Novo Nordisk, hein, puisque l'idée serait éventuellement de mettre le code source du produit en open source pour qu'on puisse tous l'utiliser. La session 8, donc cette session, elle va concerner la partie réglementaire. Donc il y a eu aussi des présentations sur le New Drug Therapy Approval Success During Challenging Time. Et le closing keynote, donc Facilitating the Development of COVID-19 Vaccine. Donc ces deux présentations sont disponibles sur le site de CDisc, téléchargeable. Enfin, donc on arrive le 30 avril, le Technicum. Donc là encore, une session technique avec des présentations de Zypho, donc avec un système qui s'appelle Curie. Très intéressant, là aussi, je vous invite à regarder. Joseph a pu aussi présenter donc un système d'ETL donc pour SDTM. Il y a eu également par Dave Eberson-Hurst la présentation d'un metadata repository, présentation autour effectivement là aussi des biomedical concepts hein, et de la terminologie contrôlée. Enfin, il y a tous les concepts dans ce MDR. Et enfin, donc, pardon, pas enfin, il y a eu aussi une présentation de Formedix sur les clinical trial design et comment fabriquer donc ces clinical trial design and build à partir des standards de CDisc. Et enfin, donc une présentation pour accéder à la librairie centrale de CDisc depuis un navigateur type tablette ou mobile. Donc tout ça est aussi disponible sur le site de CDisc. Et enfin, la dernière partie concernait, elle, les systèmes donc, automatiques pour CDisc standard, avec une présentation donc, autour d'un produit qui s'appelle Illuminati. Et je ne connaissais pas du tout. Très belle présentation aussi. Système très graphique. Là aussi, je vous invite à regarder. Oups, pardon. Et enfin, donc le National Cancer Institute qui a présenté en fait une API, donc un système pour pouvoir accéder depuis l'extérieur à son ensemble d'informations, notamment la contrôle terminologie, hein, en ce qui nous concerne, via cet ensemble de programmes informatiques pour pouvoir récupérer sans avoir à downloader quoi que ce soit de leur côté. On est en temps réel, on peut récupérer toutes les données via cette API. Et je pense que j'ai terminé pour ce matin. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vais remettre ma caméra aussi. On a eu une question de Fabien. Est-ce qu'il a été question de news à propos du CEDAH SAE addendum dans toutes les présentations que tu as pu voir?
Il me... J'ai pas vu, non, je crois pas, mais j'ai- ça m'a échappé. J'ai pas vu en tout cas, non, D'accord. désolé. Mais je vais regarder du coup. Je vais regarder, je vais reprendre les différentes présentations et je vais regarder. Ok. Ok. Je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, les participants, si vous avez des questions pour Nicolas, à les poser maintenant. J'ai été un peu long, non, du coup. Enfin bon, Ça va. Juste comme il faut. parfait. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Nicolas. C'est moi. Je Et te laisse. je reste disponible hein, si vous avez besoin de plus d'infos. On essaiera de mettre la liste du coup des présentations effectivement disponibles quand on postera les sets de slides sur le wiki. Ça marche. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nicolas. Alors, je repartage mon écran. Hop, je reviens là. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation, donc qui est une co-présentation faite par donc Gilbert Belhachem de Anju Software et Pascal Wignou, Project Manager à BDLS, Business and Decision Life Science. Donc, on va commencer par Gilbert. Je vous laisse la main, vous présenter et présenter vos slides. Bonjour à tous. Donc, Gilbert Belhachem, comme dirait Pierre-Yves, je suis un vétéran de la recherche clinique. J'ai passé une vingtaine d'années d'abord chez Sanofi et Allergan à des postes essentiellement data management et responsable data management en France et aux États-Unis. Et puis, il y a une petite quinzaine d'années, je suis passé de la R&D dans la pharma vers les sociétés de développement de logiciels, d'abord chez Oracle et aujourd'hui chez Anju. Suivant. Donc, Anju est une société américaine, une fois n'est pas coutume, et qui a 3 axes majeurs de développement de solutions pour la recherche clinique, qui est donc le premier pilier. J'y reviens sur le suivant. Sur les affaires médicales, puisqu'il y a aussi aujourd'hui une forte demande au niveau des affaires médicales pour l'utilisation de logiciels, pour la gestion des key opinion leaders, pour l'utilisation et la gestion de tout ce qui est affaires médicales, mais aussi affaires réglementaires. Et ensuite, aujourd'hui, tout ce qui est data, de gros besoins. Nicolas en a parlé il y a quelques instants, mais aujourd'hui, les sources de données sont multiples. Il nous faut des solutions pour les agréger, les formater et ensuite, évidemment, les utiliser et les analyser. Suivant. Donc, on va se focaliser aujourd'hui, évidemment, sur la partie recherche clinique et développement. Anju a, comme bon nombre de nos petits camarades, une solution complète pour le développement clinique. Je ne vais pas détailler ce slide, ce n'est pas vraiment l'objectif, mais il y a 2 choses intéressantes dans ce slide. Le premier, c'est TScan, qui est un outil de business intelligence, notamment pour la faisabilité et la sélection des sites. Parce qu'aujourd'hui, la denrée rare en recherche clinique, ce n'est pas les logiciels, il y en a à foison, c'est le patient. Et c'est aujourd'hui la recherche des bons sites et des bons patients pour éviter que les périodes de recrutement dans les études cliniques s'étendent et s'étendent et s'étendent. Ben, on a en place aujourd'hui un certain nombre de solutions et TScan en est un, c'est le numéro 2 du marché à l'heure actuelle. L'objet d'aujourd'hui, effectivement, c'est au sein d'un EDC, Trial Master en l'occurrence, comment la liaison se fait avec l'export SDTM.
il existe, vous le savez, plusieurs options. L'utilisation d'abord des standards au niveau de la conception de la base de données, mais également au niveau SDTM, extraire les données d'un IDC et ensuite faire un mapping. Ce que TrialMaster propose, c'est que cette extraction et ce mapping se fassent au sein même de l'IDC. Slide suivant. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que Business Indecision, Pascal, va vous présenter. Donc, l'utilisation de la fonction SDTM Report depuis TrialMaster avec les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un tel système. Merci. Je cède la parole à Pascal. Merci beaucoup, Gilbert. Pascal, je vous laisse la main. Merci Gilbert. Donc bonjour, je m'appelle Pascal Junot, je travaille à Business Decision Life Science et donc je vais vous parler un peu de notre expérience avec le module SDTM de TrialMaster, le système d'Anjou. Next slide, suivant. Donc je vous ferai un petit résumé de notre cas et puis après j'évoquerai les avantages et les inconvénients que nous avons découverts et rencontrés lors de notre utilisation du module avant de finir par une petite conclusion. Suivant. Donc aujourd'hui nous parlerons d'un cas d'un projet de biométrie que nous avons effectué à Business Edition Life Science. Donc, nous avons été invités à effectuer toutes les activités de data management depuis la création de la base de données jusqu'à l'analyse statistique pour un client. Et comme nous avions besoin de données SDTM tout au long du projet pour la visualisation de data, pour le monitoring, comme nous avions besoin aussi de fournir de manière assez régulière et rapidement ces données SDTM pour le STAT ou pour différents meetings de DSMB, et comme nous avons décidé de tester le module SDTM en TrialMaster, étant dans le but de gagner à la base plus de temps par rapport à notre système de conversion standard hors système EDC. Voilà, donc nous avons testé le SDTM module dans TrialMaster. Donc, comment cela s'est-il passé? Donc, d'abord, on a commencé par suivre un training donné par l'équipe d'Anjou. C'est un training très complet et qui permet donc d'avoir un certificat à la fin. Donc, si notre équipe est certifiée officiellement sur le système d'Anjou. Et donc, il faut savoir que donc, la programmation, comme l'a expliqué Gilbert, se fait au sein du module spécifique de SDTM. Et dans ce module, vous avez à votre disposition des templates et dans lequel vous pouvez sélectionner la version de SDTM Magic que vous voulez. Ici, nous avons utilisé la version 3.2. Et ces templates contiennent tous les domaines SDTM que vous avez besoin pour votre programmation. Un autre point positif, c'est que vous avez aussi la possibilité d'importer des librairies standards en ODM format et étant donné que vous pouvez faire votre programmation SDTM en parallèle avec votre setup d'études, vous pouvez obtenir vos datasets SDTM avant votre premier patient dans l'étude. Suivant, merci. Donc, cette diapositive résume comment vous créez votre export template dans le système. Donc,
avec une série de clics, vous pouvez choisir votre mapping, les datasets standards et STM que vous voulez créer. Il faut noter aussi que ce système permet de créer des custom domains, ce qui est toujours intéressant suivant votre aire thérapeutique. Et ici, donc, nous avons utilisé les domaines de la version 3.2. Slide suivante. Donc, vous avez créé votre export et vous obtenez le mapping qui ressemble à la photo que vous avez sur cette diapositive. La première option est très intéressante parce que vous avez un auto-mapping. Donc, la plupart de vos variables sont déjà pré-remplies automatiquement par le système. Et après, vous remplissez les trous. Vous avez à votre disposition plusieurs façons de faire. Par exemple, vous pouvez écrire des expressions SQL, vous pouvez utiliser des fonctions, même les créer si vous en avez besoin, ajouter des filtres. Et donc, peu à peu, vous construisez votre mapping et vos datasets SDTM. Donc, bien sûr, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut programmer, tester, demander de l'aide en dessous, faire des corrections. Mais bon, en fait, compte, vous arrivez quand même à mettre en place votre système SDTM et vos SDTM en place dans le système ETC. Donc, et à la fin, comme utilisateur final, c'est quand même à vous un très facile d'utilisation parce que vous connectez à votre EDC, vous cliquez dans le menu, vous choisissez Export, Request and Export, vous attendez, vous choisissez vos options, la compression, vous patientez, peu à peu, un petit clic. Donc après, quand vous envoyez le status completed, vous cliquez de nouveau et ça y est, vous avez votre zip file avec tous vos SDM dedans. Donc, du point de vue utilisateur final, c'est quand même relativement facile. Un petit peu de patience et vous avez vos SDM synchronisés avec vos bases de données et en temps réel. Autre point fort comme utilisateur final, c'est que vous pouvez planifier votre export. Vous pouvez choisir si vous voulez, vous choisissez un petit clic, vous choisissez quand vous voulez qu'il tourne, le nombre de fréquences. Et donc, après, chaque fois que vous en aurez besoin, vous n'aurez que entrer le système et directement downloader votre zip. Vous n'avez même plus besoin d'attendre. Si vous n'avez pas la patience, vous le faites tourner pendant la nuit et ça y est, vous l'avez. Bien. D'autres bénéfices, étant donné que votre donnée et votre extraction se fait en données réelles, cela permet de visualiser vos données à travers de dashboards et donc de monitoriser vos données, vos patients. Donc ici, nous n'avons pas utilisé le système d'Anjou pour la visualisation. Nous avons utilisé un autre système qui est Tableau, mais vous avez bien sûr plusieurs outils à votre disposition. Donc, ça leur permet de suivre le recrutement de votre étude, de travailler sur les données de safety, etc. Un autre avantage que nous avons mis et que nous avons bien utilisé, c'est les patient profiles. Comme si vos programmes de profil patient tournent sur des standardisés pour les SDTM, vous pouvez facilement utiliser votre extraction de Anjou et faire tourner votre programme dessus pour obtenir vos patient profiles de manière régulière sur les données réelles. Voilà. Et enfin, c'était aussi quand même le but principal quand nous avons initié ce projet, c'est que nous avions nos données SDTM facilement accessibles pour l'équipe STAT et pour l'utilisation dans différents meetings tels que les DSMB ou les DMC. Deuxième point, c'est que
dans notre cas, nous avions pas mal de données externes à intégrer, tels que des questionnaires ou bien si vous avez aussi des LabRanch que vous uploadez dans le système. Comme toutes ces données externes sont déjà intégrées dans votre EDC, vous les convertissez automatiquement en SDTM, et ce qui permet quand même de résoudre une partie de vos problèmes que vous pouvez rencontrer avec des données externes et vos vendors. Et enfin, bien sûr, lors de votre finale analyse, vous économisez quand même un petit peu de temps pour faire votre data conversion. Voilà. Donc après tout, cette explication de nos différents points positifs, il faut quand même avouer que nous avons rencontré quelques écueils lors de notre route et de la mise en place du système. Donc, le point de vue négatif ou plus compliqué à mettre en place, nous dirions, c'est qu'il nous faut quand même une bonne connaissance du système. Vous ne pouvez pas mettre une personne de junior directement, le lancer dans le système, il sera un petit peu compliqué pour lui. Donc, il vaut mieux avoir une personnel bien formé avec des bonnes connaissances en programmation et dans le système. Vous aurez aussi besoin d'une bonne connaissance en SDTM parce que le template intégré dans le système comprend quelques erreurs. Il y a quelques variables qui sont manquantes ou le sorting n'est pas toujours tel que vous voudriez l'avoir. Et dans ce cas-là, donc une correction se fait de manière relativement facile, mais pour cela, vous avez besoin de l'équipe d'Anjou qui corrigera ces quelques erreurs via un script. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça se résout de manière relativement facile. Enfin, et aussi, votre programmeur, votre CDBA est tout seul à travailler sur le module. Vous ne pouvez pas demander et ni vous ne pouvez pas non plus impliquer plusieurs programmeurs supplémentaires dans le système en cas de presse où vous ne pourrez pas accélérer le processus. Vous serez obligé de faire confiance à un seul programmeur. Slide suivante. Donc, une fois votre étude en production, si jamais vous devez modifier votre ZTM, par exemple, vous modifiez votre CRF pour inclure de nouvelles pages et donc de nouveaux domaines, la modification de votre ZTM passe aussi à travers un Mid-Study Change, une modification de votre base de données. Donc, vous pourrez bien sûr modifier votre base de données et vos ZTM dans votre instance de développement, mais le déploiement en UAT et puis en production se fait à travers l'équipe d'Anjou. Donc, cela prend un petit peu de temps, c'est normal, ils ont besoin de suivre leur propre process, mais il faut tenir ça en compte. Et aussi, vous aussi devez tenir en compte que les experts d'Anjou sont basés aux US. Il n'y a malheureusement pas de personnes disponibles en Europe. Donc, il faut aussi tenir compte de la différence de fuseaux horaires pour, en cas, si vous avez une question ou vous avez un petit problème à résoudre, vous devrez aussi tenir compte de cela et être un petit peu patient. Donc, en guise de conclusion, de notre point de vue BDLS, après notre expérience avec les systèmes, nous considérons que c'était quand même un système, une solution utile et bénéfique pour vous aider à revoir, à suivre vos données en temps réel tout au long de l'étude. Par contre, il faut tenir compte, il faut avoir une vision préalable de votre projet, parce que vous devez absolument prendre compte en compte toute la planification, comprendre dès le début où vous aurez vos analyses à faire, où vous aurez besoin de vos STM, donc par la suite des ADAM et autres TFL, et où vous aurez besoin, bien analyser, où vous aurez des timelines
et des deadlines voilà, je vais trouver j'ai un trou dans mon mot, des timelines à suivre. De notre point de vue, si par exemple vous avez juste une analyse en fin d'étude qui est planifiée, sans doute une conversion standard hors système pourrait être suffisant dans ce cas-là. Et donc, voilà, je crois que je vais aller assez vite ce coup-ci. Je vous remercie de votre attention. Peut-être avez-vous des questions? Merci beaucoup, Pascal. Alors, je regarde. Effectivement, on a des questions de Joseph. Comment est-ce que le Define XML est fait? Post-SDTM à partir des XPT ou est-ce qu'il y a une méthode pour le faire par le programme? Non, le Define, nous le créons hors système on joue. Hors système, d'accord. Ok. Donc, effectivement, on avait la même question. Et une autre question, vous parlez d'un automapping. Celui-ci se fait parce que vous avez déjà tagué dans l'application vos données ou informations en utilisant les variables name et domaine. C'est bien ça? Le système reconnaît automatiquement les variables qui ont des noms, on va dire, standards. Par exemple, dans LB, si vous avez créé votre base de données bien standardisée aussi, vous avez vos variables, vos noms de variables correspondent plus ou moins à celles de SDTM et le système va les retrouver. Et après, celles qui manquent, vous allez les chercher, vous dites cette variable, ça correspond à celle-là. Et peu à peu. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je pense que la question, c'était vraiment comment se fait cet automapping. Donc là, il reconnaît notamment par rapport aux deux premières lettres, par rapport au domaine. Oui, au domaine et au nom de variable. Et aux noms de variables qui sont les noms de variables utilisés en fait, dans les documentations standards. Oui, tant possible, on essaye. D'accord, ok, très bien. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup, Pascal. Merci Gilbert, merci Pascal. Je pense que nous pouvons passer à la prochaine présentation. Hop, je vais arrêter. Voilà. J'ai un souci de slide. Voilà. Nick, I think you're on. Hello, Nick. Thanks for joining. Yes. Welcome. So I will just introduce briefly you in French. Sorry for the French, and after I let you speak. No, aucun problème. So, what do you prefer? Do you want me to go to your slides, or do you want to share your screen? I will share my screen. You will share. Okay, so perfect. I will do. Okay. Yeah, it's okay. I think we see your slides. Yeah. So yeah, I just would like to introduce briefly yourself. So in French. So Nick de Dondor donc est responsable des data standards chez Business and Decision Life Science. Et Nick est très actif effectivement par rapport à l'activité du CDISC, membre de l'équipe SDS, est aussi un traîneur CDISC certifié en SDTM et pour les newcomers. Il fait aussi partie de la communauté Fuse depuis 2017 et depuis 2019, il a rejoint donc le 3C au niveau européen et qu'il co-chair dorénavant. So Nick, I let you the floor, to do your presentation. Thanks. Thank you very much, Karen. So I want to share a couple of things with you. Compared to the other presenters, I'm not here to share a lot of information. I'm actually here to ask for your help. So a little bit of background there. I'm going to talk about some of the differences that are as part of the technical conformance guides that you have from the FDA or what you have in the SDTM.
The FDA has released several technical guidances over the years. It's not just the FDA, it's also the PMDA or other regulators. And they help you on how to submit the data in the formats that they would like to see, of course, the SDTM formats. What can you find? You have the technical conformance guide, you have the data standards catalog, you have a vaccines technical specification documents, rejection criteria. And what we have seen is that in some cases, the information in the technical guidances and the information in the implementation guides are different. So that causes a problem because you want to submit your data and then you say, okay, I need to follow the SDTM rules because those are the rules that are defined for, it's the same for everybody. So we're following that. But on the other side, yeah, but we're submitting towards the FDA. If we're not going to follow their rules, maybe they're going to reject our submission. And those are things that we want to avoid, of course. So what's happening now, since recently, the SDS team, which is mainly working on the SDTM model, is starting to track all of those differences, and they are gathering the supporting content to describe these discrepancies. So somewhere in June, they will have another review meeting with the FDA. They have several meetings over the years where they can also talk about these discrepancies. So what we would like to have now from you is help us with tracking these differences with all of the things that you have seen. So I'm going to give you just one example. So in an FDA guidance about the DUR variable. So there is an FDA document submitting study data for vaccines to the Office of Vaccines, Research and Review Guidance for the industry. And there's some technical specifications which were released in December 2019. And on page 3, we can see when your start day or date and the end day dates of a reactogenicity event should be identical in both the CE and the AE domain. Whereas the duration should report the date and time of the event that occurred as part of the assessment interval and as part of the continuance separately, which means that an event lasted 6 days in the assessment interval and 3 days beyond the assessment would be reported as a clinical event with a duration of 6 days and adverse event duration of 3 days. Now, if we compare this with what is mentioned in the SDTM implementation guide version 3 in section 4.4.3.1, as defined by ISO 8601, because of course duration is represented in an ISO variable, an interval of time is a part of a time axis limited by 2 time instants, such as the time represented in SDTM by the variables stdtc and ndtc. And these variables represent the 2 instances that bound by an interval of time, while the duration is the quantity of time that is equal to the difference between these time posts. Also, duration is frequently used during a review. However, the duration timing variable, the DUR variable, should generally be used in a domain if it was collected in lieu of start daytime and end daytime. So if both the stdtc and the ndtc are collected, durations can be calculated by the difference in those 2 variables and need not be in the submission dataset. So what is actually the difference here? What is the misalignment? So first of all, the definition of the duration. So the time between stdtc and ndtc versus the time within an assessment interval of part of a continuance. So that's already a difference that is mentioned between the FDA and the SDTM. Also, the collection or the population of both the actual stdtc and the ndtc and the relative duration timing variables. So this is just an example on alignments that are being captured at this moment in time. So what is the SDS aiming for? So they are the SDS team is tracking all of those issues, and all of those issues or misalignments, they will be used for further discussion with the FDA. It's also a way to explore how we can better collaborate and mitigate those discrepancies, and it will determine any next steps or further discussions.
The current goal is also to summarize the initial set of these differences identified by end of April. So that already passed. Some initial things have already been identified, for example, this duration variable. And they want to continue tracking these as it also adds values. All those differences will be identified, summarized, and in a to be defined tracking lists. So as soon as this list is available, it can also be shared. And then it's planned to align these misalignments with an FDA meeting. And the next FDA CDISC technical meeting is planned, I think, the 18th of June, if I'm not mistaken. So that's why I'm here as a representative of the E3C, and I'm asking the input of the European networks. So the SDS is welcoming all of your feedback and contributions. So if it's something public, something that you can share with everybody, you can give the feedback on the CDISC wiki, or send also a description into the location of the relevant contents, and provide the content to the SDS leadership team. The leadership team are actually the people that you can see here below. If it's something private that you cannot share with everybody, please send a description and a copy to the with the relevant content to the leadership team. In the meanwhile, the E3C and the European networks, because we are meeting on a regular basis, will also keep everybody informed on the new process. So every time we have some new information that we can share with you, we'll also share it, of course. Any additional feedback, things that you are working on your daily basis, issues that you encountered with SDTM, with any kind of model discrepancies, all of this feedback is very much welcomed by the leadership team. So please do reach out to them. The slides will be made available as well later on to you, so you have all of those email addresses. So any kind of input is welcome. So you're all working so much, constantly working with those standards. There's so much information that you have that sometimes is missed by the other teams. So all of your feedback is very much welcomed. So that's the input I would like to ask from you. So thank you very much for giving me the floor, and thank you for your help. Thanks a lot, Nick. And I think it's very important that we can escalate the issue we have on this topic, and so to share with the community and to improve the consistency, as you mentioned. Just a brief question. I think you mentioned, but just perhaps to remind to the participants. So do you have any timelines in mind, a kind of deadline to receive these comments and to integrate them? Well, end of April would be nice, but too bad we already missed that. But the SDS team has been made aware that today there was a presentation, or that I would be presenting this. So they are keeping their timelines open until more info is coming from your team. So if you have any information that you already have in your mind at this moment in time, please do send it. If you can send it by the end of May or early June, the sooner it comes in, the faster they can bring it onto the table with the next FDA meeting. But anyhow, they will keep on tracking these things. Another example is, over the years, you've also noticed the difference between the ARM code and the actual ARM codes. That there was an inconsistency in the SDTM and what the FDA wanted to see. So while they moved to version 3.3 of the implementation guides, they added new variables, and now this inconsistency is already gone. But more and more there will be. Some regulators have their own opinion on the standards, and it's not always aligned, unfortunately, with CDISC. So let's hope that we can get all of this out. Okay. And so you mentioned this meeting mid-June, so common between FDA and CDISC. We have a question. What is the frequency of this meeting between FDA and CDISC? Well, that's a very good question. I should look into that and actually ask. It's good to know.
It's certainly yearly, but I think it's more frequently than on a yearly basis. Mm-hmm. Is it a regular frequency, or is it is on demand? I think so, yes. Oh, okay. Okay. Yeah. It will be interesting. If you have the answer, we can share with our community later on. I will certainly do so. And I think the more communication there is between CDISC and the FDA and the other regulators, the more that we can be aligned. Yeah, sure. And there's another question from Virginie. So there are already some inconsistency directly mentioned to FDA, not putting CDISC in the loop. So do you need also to be informed of that and to receive this kind of comments sent previously to FDA to be also informed about that? Well, it's not bad to double inform people so that the CDISC can keep a track, because in the end it's CDISC that needs to update their their model as well, and that they can go into a discussion with the FDA to see, can we get an alignment on what needs to be done? That's not CDISC is being stubborn and FDA is being stubborn, and in the end you still don't know what you need to do. Okay. Another question, perhaps also linked to the presentation done during the CDISC interchange. When can we expect the FDA to support the SDTM-IG 3.3? In March, there was a new data standards catalog, and there they mentioned that 3.3 will be supported, I think, from 22. Starting from next year, it will become a requirement. Okay. So all older versions are starting to become out. So 3.2 is, I think, at the moment the only version still supported. While looking at the PMDA, they're still supporting 3.13, 3.12 Amendment 1, and they're not even mentioning yet 3.3. Okay. A last question from Joseph Hertz. Nick, what is the wiki website for this? Is there a location on the website? I think there is a location for it at the moment. I think it was only set up last Sunday or something. So I will provide you the link so you can forward it to everybody. Okay, yeah, please. I will include in the set of slides before posting. Okay. Yep, great. One other thing I would like to add. Thank you, Nicola, for giving a very nice overview of the complete conference. Also, since this weekend, the keynote presentation of Peter Marks is become publicly available now. So everybody who didn't even attend the conference can now look at the presentation. Very interesting to see how vaccines are being developed, what are the issues that they've been having and the decisions that have been taken. So please have a look at it. It's present on the main page of cdisc.org. Okay. Okay, I note it. Perfect. I'm checking no other additional question. So thank you so much. Thank you to all of our speakers. So I think we can close right now. Thank you so much to attend, for the participant and for the speaker being available. We know this is a touchy period right now, and as I mentioned, we hope that very soon we can organize face-to-face events. I hope before the end of the year. We cross our fingers. So thank you so much, and have a good day. I will stop the recording, and so I wish you a good day. Thank you. Thank you very much.